L'anime commence avec notre protagoniste, Beryl Gardenant, qui se fait sermonner par son père, car malgré son âge avancé, il ne lui a toujours pas donné de petits-enfants. Même si Beryl lui fait comprendre que dans le dojo où il enseigne, il n'y a pas de place pour la romance, son père est frustré car il est déjà bien vieux et n'a toujours pas de petits-enfants. Beryl tente de le rassurer en disant qu'il a récemment accueilli de nouveaux élèves, ce qui devrait être une source de fierté. Le dojo se trouve littéralement au milieu de nulle part. Beryl y est né, depuis qu'il a l'usage de la raison, il joue avec des épées en bois. Enfant, il rêvait de devenir un grand épéiste, mais au final, il n'a réussi qu'à manier l'épée un peu au-dessus de la moyenne. Il est plutôt agile pour son âge, mais ça s'arrête là. Malgré son âge, l'absence d'épouse et d'enfants, il ressent qu'il est plutôt bien là où il est. Bon sang, c'est triste, très triste. Arrivé à 40 ans, être seul, sans enfant, juste lui et son épée. Enfin bon, malgré le fait qu'il ne soit pas très remarquable, plusieurs de ses anciens élèves ont très bien réussi dans la vie. Quand arrive l'heure du dîner, son père lui repose la question, est-ce que vouloir des petits-enfants, c'est trop demander? Il demande même à sa femme si elle ne voudrait pas chérir un petit enfant. Mais madame garde une position neutre. Elle ne soutient ni son mari, ni son fils, mais elle aimerait bien avoir des petits-enfants aussi. À ce moment, on frappe à la porte. En allant voir, Beryl découvre avec surprise qu'il s'agit d'une de ses anciennes élèves, Alucia Citrus, l'une des plus talentueuses. Il l'accueille et lui sert une tasse de thé, tout en lui avouant qu'il ne l'a pas reconnue tellement le temps a passé. Le père de Beryl commente qu'il a entendu dire qu'elle est maintenant commandante des chevaliers royaux. Elle confirme, et précise qu'en plus de ça, elle enseigne également l'escrime. Elle est venue ici car elle a proposé Beryl comme instructeur spécial pour l'ordre, et sa proposition a été acceptée. Beryl est surpris, et un peu nerveux, car il se sent trop vieux pour entraîner des chevaliers. Son père lui dit en rigolant que s'il refuse, il sera puni de peine de mort. Alucia le rassure, non, il ne sera pas exécuté, mais il y aurait des conséquences sérieuses s'il refuse. Elle l'informe qu'un carrosse les attend dehors, qu'ils passeront la nuit dans la capitale et discuteront de tout cela demain. Beryl n'est pas ravi, il ne s'attendait pas à devoir partir immédiatement. Mais Alucia lui dit qu'elle sait très bien que demain, le dojo sera fermé, donc cela ne changera rien à son emploi du temps. Son père la pousse à l'emmener, disant que ce fichu fils pourrait enfin trouver une femme dans la capitale, peut-être même une aussi belle qu'elle. Beryl lui demande d'arrêter de plaisanter, rappelant que Lucia est beaucoup trop jeune pour lui. Mais Alucia murmure que ça ne la dérange pas, et que la différence d'âge n'est pas un problème. Beryl ne l'entend pas bien, lui demande si elle a dit quelque chose, mais elle préfère ne pas répondre. Changement de scène, ils sont en route vers la capitale, dans un carrosse. Beryl se demande pourquoi tout cela lui arrive. En chemin, il lui demande si elle a encore l'épée qu'il lui a donnée. Elle répond que oui, car Beryl avait pour habitude d'offrir une épée aux élèves qui terminaient leur formation au dojo. Beryl est content qu'elle ait encore l'épée, mais il lui recommande de la changer, car une lame forgée par un forgeron de village n'est pas à la hauteur d'une commandante. Cependant, Alucia lui dit qu'elle est très satisfaite de son épée. Un peu plus tard, alors qu'il regarde le coucher du soleil, Beryl pense qu'il est flatté, mais aussi qu'il est bien trop âgé pour être un instructeur spécial. À ce moment-là, Alucia lui confie qu'elle est très enthousiaste, car l'idée qu'un simple épéiste de village soit allé triompher dans la capitale, ça l'inspire. Beryl lui demande de qui elle parle, et elle répond que c'est évident, elle parle de lui. Ce petit gars de campagne qui a enseigné l'art de l'épée à de grands chevaliers et aventuriers. Il est célèbre dans son milieu. Même si le surnom de villageois ne lui plaît pas trop, elle est convaincue qu'il sera satisfait de cet accord, et elle est déterminée à faire de son mieux pour gagner son respect. Beryl lui demande ce qu'elle vient de dire à la fin, mais elle préfère ne pas répondre. Plus tard, ils arrivent enfin dans la capitale, et Alucia l'installe dans une auberge pour qu'il puisse se reposer tranquillement. Le lendemain, Alucia donne un discours pour vanter les mérites de son maître, tandis que Beryl est visiblement mal à l'aise. Elle lui demande de dire quelques mots, et un peu embarrassé, il se présente devant tout le peloton. Il leur avoue qu'il ne sait pas vraiment à quel point il pourra les aider avec ses connaissances, mais qu'il fera de son mieux. Cependant, certains chevaliers n'ont pas l'air très contents à l'idée d'être entraînés par un simple gars de la campagne. Après le discours, Alucia lui explique qu'il devra entraîner les chevaliers 3 ou 4 fois par mois, ce qui ne l'empêchera pas de remplir ses obligations au dojo. À ce moment, ils sont interrompus par Kuruni, qui accourt pour voir son maître. Beryl se rappelle qu'elle s'est entraînée dans son dojo pendant 2 ans et qu'elle a travaillé sans relâche. Il est heureux de voir qu'elle a réalisé son rêve, même si c'est elle qui est encore plus heureuse de le revoir là. Quelque temps plus tard, Beryl retourne chez lui, mais à peine entré, il tombe sur Randrid, un ancien élève. Son père lui dit alors, comme tu peux le voir, ici, personne n'a besoin de toi. Le mieux serait que tu t'installes à Baltrin et que tu te concentres sur ton travail. Et si jamais tu veux revenir ici, fais-le avec une épouse. Beryl n'en revient pas. Il est en train de se faire jeter dehors parce qu'il n'a pas donné de petits-enfants à ses parents. Un peu plus tard, il apprend que son ancien élève a abandonné sa vie d'aventurier pour revenir au village,
car il a désormais un fils et veut une vie plus paisible. Le père de Beryl saisit l'occasion pour dire que c'est un vrai coup de chance, car Randrid a été formé pendant 10 ans avec lui, connaît bien le style du dojo, et pourrait le remplacer comme maître. De cette manière, Beryl pourra se concentrer pleinement sur sa mission. Cet ancien père fait clairement tout son possible pour se débarrasser de lui, tant qu'il ne lui donne pas de petits-enfants. Randrid soutient l'idée et déclare qu'il fera de son mieux pour être à la hauteur. Beryl est furieux de comprendre que tout le monde s'est ligué contre lui. Il n'a pas d'autre choix que de retourner à la capitale. Accompagné d'Alucia, il part à la recherche d'une maison, car l'auberge où elle l'a logé est bien trop chère. Elle lui demande pourquoi il ne s'installe pas chez elle, mais Beryl répond immédiatement que ce ne serait pas approprié. Alucia est un peu déçue et se demande pourquoi pas, pendant que Beryl manque de faire une crise cardiaque. À ce moment, Alucia lui dit que c'est l'heure d'aller manger. Alucia marche et commence à murmurer que chercher une maison avec son maître et sortir manger, c'est clairement un rendez-vous. Cependant, pendant qu'ils marchent, ils sont insultés par Lysandra, qui commente que la commandante se promène dans les rues avec un moins que rien. Beryl a l'impression d'avoir gaffé, car la commandante attire beaucoup de regards. Mais celle-ci demande à Lysandra d'arrêter de dire des idioties et choisit de l'ignorer. Ils continuent donc leur chemin, bien que Lysandra les suive, demandant pourquoi elle appelle ce moins que rien maître. Mais lorsqu'elle lui prend la carte, Beryl se rend compte que cette fille est une aventurière de rang noir. Cependant, en l'observant, elle réalise qu'il s'agit de son maître. Lysandra lui demande s'il ne se souvient pas de lui, bien qu'elle comprenne que non, car 20 ans ont passé. Elle l'informe rapidement qu'elle est Surena Lysandra. Il se rappelle alors qu'elle est la petite qu'il avait recueillie au bord de la rivière, et à qui il avait appris à manier l'épée. Elle lui explique qu'elle voulait depuis longtemps lui raconter sa vie, mais n'en avait jamais eu l'occasion, puis lui demande pardon. Beryl lui répond qu'il est très heureux de voir qu'elle est devenue une grande aventurière. Cependant, Lysandra lui demande ce qu'il fait avec quelqu'un comme Alucia, et énervée, elle annonce que son maître est le nouvel instructeur spécial de l'ordre de Liberion, qu'il vivra désormais dans la capitale et qu'ils sont à la recherche d'un logement. Lysandra réplique qu'elle serait plus qualifiée pour lui trouver un logement. Elle mentionne que le père de Beryl se bat pour avoir des petits-enfants, alors que lui, il a pratiquement un harem d'anciennes élèves. Mais bon, en plein milieu de la discussion, Beryl se demande ce qui ne va pas chez ces deux-là. Plus tard, lorsqu'on lui trouve un logement, Beryl leur demande d'essayer de mieux s'entendre. Après cela, elle le salue, et tandis qu'il les regarde partir, il pense qu'il n'a plus l'âge de profiter d'un nouveau style de vie, mais il se sent très heureux de voir à quel point ses anciennes élèves prennent soin de lui. Quelque temps après, Alucia réunit les chevaliers et les informe qu'à partir de maintenant, ils seront entraînés par le maître Gardonnant. Cependant, le jeune homme brun de Pluto s'excuse auprès de la commandante, mais lui dit qu'il faut beaucoup de force pour être instructeur dans l'ordre de Liberion. Avant de se laisser entraîner, il veut voir les compétences du maître Gardonnant. Alucia informe son maître que ce garçon s'appelle Amblitz Drew, le sous-commandant de l'ordre. Ce dernier défie directement Beryl en duel, ce que Alucia trouve parfait, c'est l'occasion de montrer les talents de son maître. Alors qu'il se prépare au duel, Beryl entend les autres commencer à le sous-estimer. Même s'il a été le maître de Alucia, de nombreuses années ont passé et il n'est plus qu'un simple villageois. Drew lui dit que la commandante est très gentille, mais qu'il est là pour corriger cette gentillesse, qui peut parfois tromper les gens. Beryl comprend parfaitement, car il n'est qu'un vieux villageois. Mais il fera de son mieux pour ne pas se ridiculiser et ne peut pas non plus permettre de faire honte à son ancien élève. Drew attaque, mais Beryl parvient à bloquer toutes ses attaques. Il sent toutefois que Drew est bien plus fort et rapide que lui. Mais Beryl utilise la force de son adversaire à son avantage et parvient à lui porter un coup. Cependant, il pense qu'il ne voulait pas vraiment le toucher, alors il s'excuse. Drew lui dit de ne pas s'en faire, que le vrai combat commence maintenant. Il prend de la distance et fonce à nouveau vers lui. Beryl bloque encore ses attaques, comprenant que même si son adversaire est plus fort et plus rapide, tous ses mouvements sont très linéaires. C'est justement pour cela qu'il peut les prédire. En colère, Amblitz finit par utiliser sa technique spéciale, capable de briser des épées même si elle est bloquée. Mais Beryl l'esquive très facilement et lui donne une simple touche, ce qui fait comprendre à Amblitz qu'il a complètement perdu. Il a du mal à y croire. Lucia lui demande alors s'il a dissipé ses doutes sur les capacités de son maître. À la fin du combat, Amblitz s'approche de Beryl et lui dit que ses mouvements étaient exceptionnels. Il lui demande s'il peut lui enseigner. Un peu plus tard dans la soirée, tous célèbrent et trinquent à la désignation de Beryl en tant que leur nouveau maître spécial. Amblitz s'excuse pour son insolence passée, mais Beryl lui répond qu'il avait raison, c'est normal de douter d'un vieux bonhomme qui sort de nulle part. Lucia ajoute qu'elle avait pourtant déjà dit que son maître était quelqu'un de tenace. Elle demande alors qu'on lui apporte des bières parce qu'elle veut se saouler, tandis que Beryl est surpris de la voir ivre, une ancienne élève, tout de même. Amblitz demande ensuite comment Beryl a pu retourner sa technique spéciale contre lui. Beryl explique qu'il a simplement copié son mouvement. Prévoir le mouvement suivant, c'est toujours la clé. Et si la technique d'Amblitz n'avait pas été aussi rigide, il aurait perdu. Pendant ce temps, dans le village natal de Beryl, son père remercie Randrid,
affirmant que son fils est destiné à mieux que ce petit village. Randrid est d'accord, il a beaucoup voyagé en tant qu'aventurier, mais n'a jamais rencontré un meilleur épéiste que le maître Beryl. Le chemin fut long, mais ils ont finalement obtenu ce qu'ils voulaient, et désormais, l'avenir est entre leurs mains. Plus tard, Beryl observe les chevaliers pendant leurs entraînements. En regardant deux d'entre eux, il leur suggère de travailler un peu plus la notion de distance, car cela peut tout changer. Pour le leur prouver, il se place devant eux et explique que si un adversaire est concentré sur l'épée, il ne remarquera pas le changement de distance. Les deux reconnaissent que c'est vrai. Beryl leur précise que, même si ça paraît anodin, un simple demi-pas peut faire toute la différence entre la victoire et la défaite. C'est alors qu'il remarque que tous les autres soldats ont commencé à l'écouter avec attention, ce qui le déroute un peu. Après tout, il n'a rien dit d'aussi révolutionnaire. Une fois les cours terminés, Drew le remercie pour son travail. Beryl, de son côté, pense que les gens le respectent autant uniquement parce qu'il a réussi à battre Drew dans leur duel précédent, un affrontement qui était particulièrement tendu. Quelques instants plus tard, Curny vient le voir et lui demande s'il a quelque chose de prévu aujourd'hui. En apprenant qu'il est libre, elle lui propose de faire un tour en ville, car elle se doute qu'il ne connaît pas encore bien l'endroit. Un peu gêné, Beryl admet que c'est vrai, qu'en réalité il ne connaît que le chemin entre le quartier et la maison. Drew l'encourage à accepter l'invitation, affirmant que Baltrin regorge de choses à découvrir. Curny, elle, montre clairement son envie de lui faire découvrir la ville. Face à leur insistance, Beryl accepte, ce qui rend Curny toute joyeuse, elle part aussitôt se changer. Il se dit qu'il travaille ici depuis une semaine, et qu'il commence déjà à bien s'adapter. Pendant ce temps, Alucia retrouve ses supérieurs de l'ordre de Liberion pour discuter de ses responsabilités. Une fois la réunion terminée, il lui demande si l'instructeur spécial qu'elle a engagé est à la hauteur. Elle répond que oui, et même au-delà de toutes les attentes. En sortant dans le couloir, elle se dit que si l'on souhaite vraiment maîtriser l'art de l'épée, devenir commandant n'est pas la meilleure voie, on perd trop de temps dans les tâches administratives. Mais elle ne pouvait pas non plus laisser son maître stagner là où il était. S'ensuivent quelques flashbacks de son passé, notamment le jour où ses parents l'ont emmené au dojo de Beryl. Il lui avait expliqué qu'il venait de s'installer dans un village voisin, et qu'on leur avait recommandé ce dojo. C'était aussi, selon eux, le bon moment pour qu'elle apprenne à se défendre. La première impression d'Alucia en voyant Beryl, c'était qu'il semblait très gentil. Ils ont commencé par des exercices de coupe, Beryl expliquant tout avec une grande patience. Il les a aussi entraînés à devenir agiles, et c'était bien la première fois qu'on lui enseignait les choses de cette manière, tout était nouveau pour elle. Durant la première année et demie, ils se sont concentrés sur ses techniques de base et les postures. Et même si c'était répétitif, elle ne s'ennuyait jamais. Grâce à ses efforts et à cet entraînement, elle a senti qu'elle gagnait en force, qu'elle se sentait de plus en plus à l'aise avec son épée. Mais le plus important, c'est que le maître la félicitait pour la moindre amélioration, et cela la rendait vraiment heureuse. Un jour, Beryl lui propose de tester quelques exercices d'attaque. Lorsqu'il se place devant elle, Alucia se rend compte qu'elle ne voit aucune ouverture pour l'atteindre. Elle ne comprend pas pourquoi, mais elle repère un moment qu'elle juge parfait et décide d'attaquer. En réponse, Beryl esquive tranquillement et glisse habilement son épée en bois jusqu'à elle. Il la remercie, et elle fait de même, par respect, tout en restant un peu déconcertée par ce qu'il vient de se passer. Il lui dit alors qu'elle a une bonne intuition, car elle a agi au bon moment. Aujourd'hui, Alucia comprend ce qu'il voulait dire. Mais à l'époque, elle croyait que tous les maîtres d'armes enseignaient de la même manière. Plus tard, Beryl les emmène dans un autre dojo pour un entraînement différent. Il leur explique qu'il s'agira de combats sans contact, et uniquement ciblés du cou vers le bas. Une fois arrivé, c'est au tour de Randry de combattre. Malgré l'agressivité de son adversaire, il reste calme et parvient à marquer un point sans difficulté. Vient ensuite le tour d'Alucia. Elle est un peu étonnée par la posture très ouverte de son adversaire. Même si ses mouvements sont étranges, elle réussit à le vaincre facilement, ce qui surprend son adversaire. De retour au dojo Gardenant, Beryl remarque que combattre des adversaires d'un autre style a été une bonne expérience. Alucia lui demande si leur dojo fait partie des meilleurs. Beryl ne pense pas que ce soit le cas, mais Alucia lui fait remarquer que tous les élèves ont remporté leur duel, et que même lui a battu l'autre maître lors de l'entraînement. Beryl explique alors que ce n'est qu'une question de compatibilité entre les styles. Ils ont gagné parce que leur style avait tout simplement l'avantage dans cette configuration. Mais il ne pourrait pas dire que l'un est meilleur que l'autre, il vaut mieux se concentrer sur ce qu'ils ont appris, et non sur le fait de gagner ou non. Alucia accepte ce conseil et laisse tomber le sujet. Mais soudain, elle remarque qu'elle a oublié quelque chose derrière elle, alors elle les prévient qu'elle va vite revenir le récupérer. De retour au dojo, elle le trouve vide et plongé dans l'obscurité. Quelques secondes plus tard, surgit le garçon qu'elle avait battu, accompagné de ses camarades. Il lui montre la broche qu'elle est venue chercher. Alucia essaie de la reprendre, mais au lieu de la lui rendre, il la lance derrière lui pour bien lui faire comprendre que, selon lui, ce n'était pas un vrai combat, donc elle ne l'a pas battu. Et maintenant, il veut se battre pour de vrai. Malgré son refus,
il n'en a rien à faire. De toute façon, son intention, c'est de lui casser quelques os. Il tente de l'attaquer avec son épée en bois, mais à ce moment précis, Beryl surgit et encaisse le coup dans le dos. L'agresseur s'en fiche, et passe à la prochaine cible, Beryl lui-même. Mais ce dernier réagit avec une vitesse fulgurante, attrapant l'arme de son adversaire à main nue, le désarmant net, et adoptant une posture défensive. Il frappe ensuite violemment les épées des autres pour les repousser, ce qui lui permet de récupérer la broche au sol. Le garçon tente alors une attaque dans le dos, mauvaise idée. C'est à cet instant que le maître du dojo débarque pour tout arrêter. En entendant leurs excuses, il leur fait clairement comprendre qu'ils ne seront jamais au niveau de Beryl et ses élèves, peu importe leur nombre. Et c'est justement parce que les élèves de Beryl sont meilleurs. Beryl tente d'apaiser les choses, mais malgré tout, le maître du dojo lui présente ses excuses au nom de ses élèves, assumant la responsabilité de l'incident. Peu après, Beryl et Alucia rentrent au dojo. Il lui confie qu'il avait un mauvais pressentiment, donc il a bien fait d'aller vérifier. Elle tente de se blâmer pour l'avoir mis en danger, mais il la coupe aussitôt, elle n'a rien fait de mal, c'est lui qui aurait dû l'accompagner. Il s'en veut d'avoir été aussi négligent, mais il est surtout soulagé qu'elle n'ait rien. Touché par ces mots, Alucia fond en larmes. Instinctivement, Beryl s'excuse, il imagine que ce fut une expérience traumatisante. Pour la réconforter, il lui propose d'aller manger un morceau. Mais elle répond que ce n'est pas pour ça qu'elle pleure. Elle ne précise rien de plus. Elle ne pleure ni de peur ni de tristesse, c'est juste que, parfois, quand le cœur est rempli d'émotions, les larmes ne peuvent pas être retenues. Vient ensuite le jour de l'épreuve finale. Cette fois, Alucia reproduit exactement le mouvement que Beryl lui avait montré autrefois, ce qui le prend par surprise. Il la félicite chaleureusement. Ensuite, il lui tend son épée en guise de diplôme et lui affirme qu'elle est déjà très douée. Mais Alucia hésite, elle ne pense pas encore être prête. Pourtant, Beryl lui dit qu'il n'a plus rien à lui enseigner, il espère qu'elle comprendra. Selon elle, il est si humble qu'il y croit vraiment, alors qu'elle sait qu'elle n'est même pas à son niveau. Mais malgré tout, elle accepte l'épée et le remercie, officialisant ainsi la fin de son apprentissage au dojo. Une part d'elle ne voulait pas partir, mais une autre ne voulait pas être un poids pour lui. Quand elle a quitté la maison, c'était pour prouver que son maître était incomparable. Et le jour où elle a passé l'examen pour entrer dans l'ordre, cette intuition est devenue certitude, aucun autre candidat, ni même les instructeurs, n'égalait Beryl en vitesse. Elle a donc intégré l'ordre avec d'excellentes notes et n'a cessé de progresser. Elle reconnaît que la vision, la réactivité et la vivacité de Beryl viennent d'un autre monde. Et elle s'est fixé un objectif, ne pas laisser son maître moisir dans ce coin. Elle est montée jusqu'au rang de commandante et a accumulé de nombreux exploits. Et quand elle a enfin eu le pouvoir de choisir un instructeur, 10 ans s'étaient écoulés depuis son départ du dojo. Pourtant, son maître n'avait pas changé, ou plutôt, il était encore plus fort que dans ses souvenirs. Certains pensent qu'elle exagère, mais elle sait que Beryl mérite une scène à sa hauteur. Elle n'a pas pu réprimer son envie de le remettre en lumière. De retour au présent, Alucia arrive dans la salle d'entraînement et demande à Drew comment s'est passée la journée. Il lui répond que la variété et la profondeur des connaissances de Beryl continuent de l'étonner. Il était même en train de revoir ce qu'il avait appris récemment. Elle est heureuse d'entendre ça, mais demande aussitôt, Beryl est déjà parti? Drew lui explique que Kuruni l'a emmené faire un tour en ville. Alucia laisse paraître une petite frustration, c'est exactement ce qu'elle voulait faire elle aussi. Et elle sait très bien que ça ressemble à un vrai rendez-vous. Maintenant, une amie lui a volé sa chance, elle ne l'a pas dit à voix haute, mais on sent bien que c'est ce qu'elle pense. Pendant ce temps, notre célibataire le plus convoité découvre la ville. Il remarque que les boutiques, les auberges et les commerces sont bien plus modernes que dans son village. Kuruni, elle, lui explique qu'il n'y a rien de mieux que le quartier oriental pour une belle promenade. Et cela éveille sa curiosité. On suppose que c'est le district nord qui a le plus de lieux touristiques, comme le palais et la cathédrale. Elle lui explique que seuls les paysans venant de villages reculés vont voir ce genre de choses, ce qui le met un peu mal à l'aise, car il rentre parfaitement dans cette description. À ce moment-là, une fille s'approche pour saluer Beryl en le reconnaissant comme son maître. Bien qu'il ne parvienne pas à se souvenir d'elle, Kuruni l'appelle fille avec enthousiasme. Cela ne suffit pas à faire revenir la mémoire de Beryl, ce qui pousse fille à faire semblant d'être blessée par son oubli. Pour l'aider à se souvenir, elle lui montre l'épée d'entraînement qu'il lui avait donnée. En comprenant qu'elle a été à son dojo, il lui faut quelques secondes pour finalement se rappeler qu'il s'agit de Fizel. Bien qu'un peu gêné de l'avoir oublié, il lui dit comme à tous ses anciens élèves qu'elle a beaucoup changé. On voit alors brièvement Fille s'entraîner à l'époque. Elle lui dit, désormais de meilleure humeur, qu'elle comprend, car cela fait 5 ans. En entendant cela, Beryl se rend compte que ces 2 dernières années au dojo coïncident avec celles de Kuruni. Cette dernière lui dit que Fille est incroyable, car elle est maintenant la star de la brigade magique, ce qui le laisse confus puisqu'il n'enseignait que l'escrime dans son dojo. Mettons cela de côté, Fille leur explique qu'elle est venue faire des courses pour trouver des accessoires magiques. Elle leur montre une bague qui peut projeter du feu. Kuruni mentionne que même un débutant peut faire de la magie avec ce genre d'accessoires, mais qu'ils sont très chers.
Fi se vante alors de ne pas en avoir besoin pour faire de la magie, et effraie Beryl en créant du feu à partir de rien. Après s'être un peu calmée, Beryl pense que très peu de gens peuvent utiliser la magie, donc elle a sûrement travaillé sans relâche. Il trouve aussi dommage qu'elle ne pratique plus l'escrime, mais reste très fier d'elle. Soudain, un voleur arrache les affaires d'une dame. En voyant ça, Fi dit à Beryl de ne rien faire car elle s'en charge. Elle dégaine alors son épée pour l'imprégner de magie, puis lance une corde magique sur les jambes du voleur pour l'arrêter, ce qui permet à Kuruni de l'attraper. Beryl les félicite toutes les deux pour leur efficacité. Curieux à propos de cette magie, Fi lui explique qu'il s'agit de magie à l'épée, où il suffit de lancer un sort et de viser avec l'arme. Elle ajoute qu'elle tire au maximum parti des connaissances qu'il lui a transmises. Le lendemain, Beryl décide de sortir très tôt pour une promenade matinale dans les rues, car il veut mémoriser les chemins et les environs. En marchant et en réfléchissant, une fille l'interpelle pour qu'il s'arrête, mais il ne l'entend pas du tout. À la troisième tentative, elle est obligée d'élever la voix, ce qui suffit pour le faire s'arrêter. Mais en se retournant, il ne voit qu'une petite fille, et lui demande donc si elle s'est perdue. Elle se plaint qu'il la prenne pour une gamine. Lorsqu'elle dit son nom, il découvre qu'elle est Lucie Diamonde, commandante de la brigade magique du royaume de Béris. Beryl pense alors qu'il joue à faire semblant d'être une brigade magique, et se dit que les enfants de la capitale sont bien particuliers, alors il continue à la traiter comme une enfant. Lucie lui dit qu'elle ne joue pas du tout et génère une énorme boule de feu dans sa main pour lui prouver qu'elle est sérieuse, ce qui le fait enfin la prendre au sérieux. Après cela, elle décide de l'accompagner dans sa promenade. Elle lui explique qu'elle a appris par Fi qu'il était là, son ancien professeur d'escrime, et qu'elle l'avait vu très enthousiaste en racontant qu'elle l'avait revu. Elle lui dit que la magie à l'épée de Fi est exceptionnelle, qu'elle a beaucoup de talent magique et qu'elle est aussi très douée à l'épée, donc elle pense qu'elle a eu un très bon instructeur. Beryl reste modeste et rejette ce compliment, disant que tout cela est le fruit des efforts de Fi, car lui ne lui a enseigné que les bases. Il lui demande ensuite si elle veut prendre des cours, en l'appelant encore jeune fille, mais Lucie lui demande d'arrêter de la traiter ainsi car elle est plus âgée que lui, ce que Beryl a beaucoup de mal à croire. À ce moment, Lucie le conduit dans une zone dégagée et lui dit qu'il y avait un bâtiment ici autrefois. Elle lui confie qu'elle adore la magie, qu'elle passe ses journées à pratiquer et étudier, et qu'elle veut voir à quel point elle s'est améliorée en mettant en pratique ce qu'elle a appris. Soudain, elle déclenche une explosion de feu sous ses pieds, mais Beryl réagit à temps pour s'écarter et se mettre en garde. Lucie reconnaît qu'il a de bons réflexes, mais sans perdre de temps, elle commence à préparer un autre sort d'attaque. En la voyant ainsi, Beryl change d'attitude, réalisant qu'elle est sérieuse. Il décide donc de se défendre à partir de maintenant. Juste avant de commencer, Lucie lui demande s'il est prêt, et en voyant que ce n'est pas le cas, elle lui rappelle quelque chose qu'il a dit plus tôt, qu'il est important de voir les progrès de chacun. Elle veut donc savoir s'il ne pense pas être à son niveau. Beryl lui précise que ce n'est pas lui qui n'est pas à la hauteur, car elle n'est pas aussi douée qu'elle le pense. Lucie préfère le vérifier par elle-même, alors elle interrompt la discussion pour lui lancer une énorme boule de feu. À peine a-t-il esquivé ce grand projectile qu'elle enchaîne avec une grande quantité de tirs de feu dans sa direction. Beryl parvient à en éviter autant qu'il peut, mais lorsqu'il bloque l'un de ses tirs avec son épée, il sent la puissance et la chaleur du coup. C'est à ce moment-là que Lucie remarque qu'ils ne font que commencer, et elle change alors pour des sorts de glace. Bien qu'il parvienne à se protéger en les tranchant en deux, dès qu'il voit qu'elle prépare déjà un autre sort, il en profite pour réduire la distance à grande vitesse. Et comme il ne peut pas vraiment l'attaquer, il tente plutôt de l'assommer avec le pommeau de son épée. En un instant, il se retrouve devant elle, prêt à porter le coup, mais Lucie crée une barrière de feu qui l'oblige à reculer. Beryl remarque que la magie a ses avantages, notamment la possibilité de l'utiliser de cette façon. Lucie lui fait savoir que ce n'est pas tout ce qu'elle peut montrer. Elle fait alors apparaître un grand nombre de boules de feu dans les airs, qu'elle fait pleuvoir sur lui comme des météores. Cette fois, Beryl se contente de courir à toute vitesse pour éviter d'être touché par cette attaque de zone. En le voyant agir ainsi, Lucie lui demande s'il ne s'est jamais battu contre un mage. Il lui avoue que c'est effectivement la première fois, car il sait que les épéistes et les mages ne font pas de bons adversaires. Une fois ce sort terminé, elle enchaîne avec un autre, elle crée une lourde boule de cristal qui tombe sur lui. Beryl la repousse par la force brute et la projette vers elle. Elle la détruit facilement, mais cela crée un écran de fumée dont il se sert pour réduire à nouveau la distance. Alors qu'il est sur le point de l'atteindre avec une attaque, il est soudainement repoussé par une barrière électrique. Lucie lui dit qu'elle est désolée, qu'elle ne pensait pas aller aussi loin, mais qu'elle a gardé le meilleur pour la fin. Elle commence alors à incanter un sort différent des précédents. Voyant une opportunité d'attaquer, Beryl se précipite, mais il se ravise immédiatement. Son instinct l'immobilise. Il comprend que si ce sort le touche, il est fini. Après quelques secondes, elle cesse le sort et lui annonce qu'elle a terminé. Elle admet s'être laissée emporter comme une enfant. Et si ce sort ne lui a rien fait, il n'y a pas de raison de continuer. Elle ajoute qu'elle pensait avoir trouvé le point faible de Beryl et qu'il finirait par prendre peur. Beryl est soulagé qu'elle soit satisfaite, et par curiosité,
lui demande ce qui se serait passé si elle lui avait lancé ce sort. Elle lui répond calmement qu'il aurait été réduit en bouillie, bien qu'elle l'ait modifié pour qu'il ne soit qu'un hachis grossier. Elle reconnaît ensuite qu'il est très perspicace et comprend maintenant pourquoi Fils l'admire. Beryl lui dit qu'elle est très gentille, mais que si elle avait continué à lancer des sorts comme ça, elle l'aurait tué. Il ajoute qu'il fait ça depuis des années, mais qu'il n'a même pas encore réussi à vaincre son propre père. De son côté, Lucie est intriguée par lui, il ne semble même pas en colère après une attaque aussi extrême. Beryl lui répond qu'il s'est senti en difficulté, ce qui l'a fait éclater de rire. Après tout, il a littéralement failli mourir. En la regardant, il pense qu'il ne vaut pas la peine de se mettre en colère pour quelque chose comme ça. Changeant de sujet, Lucie l'invite à venir un jour à l'Institut de magie, afin de compenser ce qu'elle lui a fait aujourd'hui. Beryl lui dit qu'il n'a aucun talent magique, mais qu'il essaiera quand même de passer. Elle l'informe alors que lorsqu'elle apprendra un nouveau sort, elle le testera encore sur lui, ce à quoi il refuse aussitôt. Plus tard, la journée se termine pour Beryl, qui a fini son service en tant qu'instructeur. Dans le couloir, il croise Fish et lui demande si elle est là pour le travail. Elle répond que oui, qu'elle est venue livrer des potions que la brigade magique vend à l'ordre. Elle lui en offre une en guise de cadeau, mais Beryl refuse, trouvant cela trop cher. Elle lui explique que c'est une manière de s'excuser, car la commandante Lucie lui a raconté tout ce qui s'est passé. Il réalise alors que cette jeune fille est bien sa commandante. Fils précise que Lucie utilise la magie pour paraître jeune, et que personne ne connaît réellement son âge. Elle s'excuse ensuite, car c'est elle qui a parlé de lui à Lucie. Mais Beryl lui demande de ne pas s'en faire et accepte la potion. Il lui raconte qu'il a failli y rester, Lucie n'arrêtait pas de lancer des sorts de feu et de glace, et il a bien cru finir en morceaux. Honnêtement, ça lui a un peu coupé l'envie de combattre à nouveau un mage. Fils lui explique alors que la commandante est un cas à part, ce n'est pas commun de voir autant de sorts de feu lancés d'un coup. À ce moment-là, Alucia arrive pour saluer Beryl et remercie Fils pour les potions. Fils décide alors de les laisser seuls pour aller les ranger. Profitant de l'occasion, Alucia entraîne Beryl un peu à l'écart pour discuter d'un sujet important, avec Lysandra également présente. Il s'avère qu'ils ont besoin de lui pour entraîner les nouveaux aventuriers, ce qui serait une grande aide pour le guilde. Lysandra précise qu'elle a même demandé l'autorisation à l'ordre avec une lettre officielle signée par le chef de guilde. Alucia confirme qu'il s'agit d'un vrai document. Beryl demande alors quel type d'entraînement ils attendent de lui. Lysandra lui répond qu'ils doivent s'entraîner pour leur toute première incursion dans une caverne et se préparer à des situations d'urgence. En entendant cela, Beryl soupire, se souvenant que les monstres laissent souvent derrière eux un butin très précieux, et qu'on peut même parfois trouver des trésors cachés. À une époque, ça le faisait rêver, il partait les chercher avec l'enthousiasme d'un gamin, jusqu'au jour où un monstre l'a sévèrement corrigé, le forçant à rentrer chez lui en courant. Même si c'est dangereux, Lysandra pense que ce serait une bonne chose, tant qu'il est là pour superviser. Alucia, elle, n'est pas trop chaude à l'idée, mais lui suggère d'accepter, ce serait une bonne façon de mettre ses compétences à profit. Lysandra approuve, même si, comme d'habitude, les deux femmes ne s'entendent pas du tout. Avant qu'il ne donne sa réponse, Lysandra lui conseille d'écouter d'abord ce que le chef de la guilde a à dire. Alucia lui rappelle aussi que l'ordre ne demande pas d'exclusivité à ses instructeurs spéciaux, donc la décision lui revient entièrement. Plus tard, Beryl accompagne Lysandra jusqu'à la guilde des aventuriers, située tout près du quartier général de l'ordre. On le guide jusqu'à la salle de réunion, et là, surprise, Lucie est présente. Il lui demande ce qu'elle fait là, et elle lui répond qu'elle savait qu'il viendrait, alors elle l'attendait. Lysandra précise que Lucie dirige la brigade magique et qu'elle connaît très bien le chef de la guilde. Celui-ci se présente alors, Nidus, chef de la guilde des aventuriers de Libéris. Beryl se présente à son tour, et Nidus vient lui serrer la main chaleureusement. S'il a été recommandé par l'inflexible Lysandra, il sait qu'il est entre de bonnes mains. Beryl précise cependant qu'il n'a pas encore accepté la proposition. Mais Lucie déclare elle aussi qu'elle le recommande, ce qui le met dans une position assez difficile pour refuser. Au moins, il sera bien payé. Peu après, Nidus lui présente son assistant, Méjean, avec qui il pourra régler les détails. Mais avant cela, Méjean souhaite éclaircir un point, il sait que Beryl n'a aucune expérience en tant qu'aventurier. Il est conscient qu'il a été recommandé par une aventurière de rang noir et par une commandante, mais envoyer un novice dans une mission de caverne, ce n'est pas l'idéal. Beryl voit cela comme une aubaine pour échapper à cette corvée. Mais Lysandra intervient aussitôt et avertit Méjean de ne pas manquer de respect à son maître. De son côté, Lucie n'apprécie pas non plus qu'on doute de sa parole. Sans se démonter, Méjean rappelle que la guilde est responsable de ses décisions, et qu'il y a récemment eu des rapports d'activités inhabituelles chez les monstres. Nidus reconnaît qu'il a raison et lui demande alors ce qu'il propose. Méjean suggère que Beryl affronte Lysandra et ses deux épées jumelles, afin de démontrer sa vraie compétence. Tout le monde trouve l'idée bonne, sauf Beryl, bien sûr, mais il est malgré tout entraîné dans cette décision. Ils sont ensuite conduits à la zone d'entraînement. Lysandra est toute excitée à l'idée de pouvoir enfin se battre contre lui. On nous montre alors un flashback de son passé,
elle voyageait dans une calèche avec ses parents dans les montagnes quand un monstre les a attaqués violemment. Sa mère, pour la sauver, l'a jetée du haut d'une falaise, la faisant tomber directement dans une rivière. Lorsqu'elle reprend conscience, la première chose qu'elle voit, c'est Beryl, qui la sauve. Un peu plus tard, il l'emmène chez lui pour qu'on puisse la soigner. En apprenant son nom, il lui demande où sont ses parents. Cette simple question déclenche chez elle une vive douleur à la tête, car elle s'était blessée à cet endroit, en plus du traumatisme de l'attaque qu'elle venait de vivre. Le vieil homme pense que ses parents n'ont pas pu survivre vu leur état, tandis que Beryl demande qu'on la laisse rester jusqu'à ce qu'elle lui trouve un foyer. Bien qu'on lui donne à manger et que son état s'améliore, Lysandra refuse de parler, car elle est encore en train d'assimiler ce qui s'est passé. Cependant, les autres acceptent de faire preuve de patience en comprenant un peu ce qu'elle traverse. Plus tard, Lysandra voit Beryl s'entraîner et celui-ci l'invite à faire de même, pensant que ce serait une bonne distraction. Elle accepte et, en la voyant manier l'épée, il lui dit qu'elle a du talent, ce qui rend Lysandra heureuse. À partir de ce moment-là, elle continue de progresser, et son état d'esprit s'améliore avec le temps. Lorsque Beryl commence à travailler comme instructeur au dojo, il remarque qu'elle est timide à l'idée de se mêler aux autres disciples. Il la motive alors à participer. Plus tard, il lui confie qu'elle est très agile et que les épées jumelles lui conviendraient parfaitement. Il finit par lui trouver une bonne famille d'accueil. Comme on peut s'y attendre, Lysandra est triste, mais il lui assure qu'elle aura un avenir meilleur en partant. En réponse, elle remercie Beryl pour tout. D'après ses pensées, elle aurait voulu rester ici pour toujours, mais elle trouvait égoïste d'en demander plus que ce qu'on lui avait déjà offert dans son enfance. On la retrouve ensuite au moment où Lysandra est devenue une aventurière de rang or. Elle tombe dans une embuscade tendue par des bandits. Son coéquipier la met en garde, l'un d'eux était autrefois un épéiste redoutable. Malgré cela, Lysandra attaque directement et parvient à tous les vaincre facilement. L'une des raisons pour lesquelles elle est devenue aventurière est qu'elle voulait voir le monde de ses propres yeux, mais aussi pour que personne d'autre ne subisse ce qu'elle a vécu. De plus, elle veut mettre en pratique les compétences que lui a enseignées son maître. Revenons au présent, Lysandra veut que Beryl voie ce qu'elle est devenue. En signe de respect, elle lui fait un salut avant le combat. Beryl le prend bien et comprend que s'il doit se battre contre elle, il doit donner le meilleur de lui-même. Peu après, elle fait le premier mouvement en sautant haut dans les airs pour l'attaquer de face. Tandis que Beryl part et esquive ses coups, il remarque qu'elle est très rapide. De son côté, Lysandra est plus excitée que jamais, car elle n'arrive même pas à le toucher. Après tout, elle rêvait de l'affronter à son apogée, et aujourd'hui, ce rêve devient réalité. En continuant à encaisser les attaques, Beryl réalise qu'elle a dû s'entraîner sans relâche tout ce temps, sinon elle ne pourrait pas faire tout ça. Il est très fier d'elle. Il apprécie aussi qu'elle ne ralentisse pas et que son endurance soit remarquable. Mais il finit par repérer une faiblesse, lorsque Lysandra attaque à nouveau, il en profite pour transpercer la garde de son épée avec la sienne, la désarmant. Elle tente de contre-attaquer avec une grande foulée, mais il lui donne un coup de pied qui la fait tomber au sol. Elle se retrouve complètement vulnérable, ce qui permet à Beryl de la pointer avec son arme et de clore le duel. Lysandra le remercie, tandis que le public autour acclame cet incroyable combat d'entraînement. Beryl lui dit qu'il aurait tenu encore 10 secondes, mais heureusement il a remarqué à temps qu'elle ne maîtrise pas encore bien sa main gauche. Elle est surprise et reconnaît qu'elle devra continuer à s'entraîner pour frapper aussi bien qu'avec la droite. Lucie rigole en voyant qu'il donne des leçons à une aventurière de rang noir, ce qu'elle ne trouve pas du tout déplacé. D'un autre côté, Méjean lui présente ses excuses pour avoir douté de ses capacités, et Nidus lui confirme qu'il sera désormais en charge de l'entraînement des nouveaux aventuriers. Beryl le remercie, mais intérieurement il râle de ne pas avoir pu refuser. Le jour arrive enfin où il commence ce travail. Il rencontre les nouveaux recrues, Porta, Nidri et Sarlikatz. Lysandra explique que Porta et Nidri sont de rang bronze, tandis que Sarlikatz est de rang argent. L'entraînement commence, Lysandra les guide dans une caverne, mais elle et Beryl laissent les débutants se débrouiller seuls. Sarlikatz utilise un artefact pour détecter les monstres, et tous trois coopèrent efficacement pour éliminer les premiers ennemis rencontrés. Une fois la caverne nettoyée, Lysandra trouve étrange qu'il n'y ait pas eu beaucoup de monstres. Alors qu'il s'apprête à sortir, l'artefact se casse sans raison, et Porta s'éloigne trop en avant. Lorsqu'ils essaient de l'avertir, il est déjà trop tard. Un énorme monstre l'attaque brutalement. Lysandra l'identifie comme un xénograble, un type de monstre spécialement conçu pour chasser. Autant dire que là, c'est très mal parti.